Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Bonsoir Théo. Bonsoir Simon, je suis très heureux d'être avec vous. Bonsoir à tous. Et voici les titres de ce journal du mercredi 27 mai. Dans la grosse actualité de la semaine, nous allons revenir sur la vague de chaleur qui a touché toute la France cette semaine. Puis l'actu locale avec la 30e édition du Festival du Livre qui va ouvrir ses portes. Toujours à Nice, la Madeleine se réinvente dans la capitale de la Côte d'Azur. En France, dans le Pas-de-Calais, un enfant de 11 ans a été retrouvé mort à Rennes. Une enquête est en cours. Autre actualité nationale, Aromazone, des intérimaires dénoncent des conditions de travail difficiles. À l'international, nous ferons un point sur la situation entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Puis nous irons en Chine, où un accident minier a fait trembler le pays. Ensuite, dans le sport, c'est le début de l'édition 2026 du célèbre tournoi Roland-Garros. Et enfin, ça sera l'heure de l'info insolite du mois, où un requin s'est aventuré sur les plages de la Méditerranée. On commence avec cette vague de chaleur exceptionnelle qui touche la France. 13 départements de l'Ouest sont désormais en vigilance orange canicule. Des températures très élevées sont attendues, jusqu'à 39 degrés localement. Un épisode jugé inédit pour un mois de mai par Météo France. Et déjà, plusieurs drames sont signalés. Théo Guitoni. Et oui, Simon, la situation a continué de s'étendre pour cette journée du mercredi. 8 départements étaient déjà hier en vigilance orange, mais le dispositif s'est élargi à 13 départements de l'ouest du pays. Toute la Bretagne est concernée, ainsi qu'une partie du Grand Ouest. Les températures atteignent des niveaux rarement observés si tôt dans l'année. Entre 32 et 36 degrés sont attendus sur les zones oranges et localement jusqu'à 38 voire 39 degrés dans les prochains jours. Météo France parle d'un épisode historique, précoce et inédit. Lundi est déjà venue la journée la plus chaude jamais enregistrée en France pour un mois de mai depuis le début des mesures. Et mardi s'annonce encore plus chaud. Ce phénomène est lié à un dôme de chaleur, une masse d'air chaud restée bloquée au-dessus de la France et de l'Europe de l'Ouest, sans circulation suffisante pour la faire redescendre. Les nuits restent aussi très chaudes avec plus de 22 degrés dans certaines villes de Bretagne et en France. Les autorités rappellent les conditions de prévention, hydratation, limitation des efforts physiques, vigilance pour les personnes fragiles mais aussi les enfants. Sur le plan sanitaire, la porte-parole du gouvernement évoque déjà 7 décès liés directement ou indirectement à cet épisode. Parmi eux, au moins 5 noyades. 2 autres personnes sont mortes lors d'activités sportives à Paris et à Lyon. Les secours appellent à la prudence près des points d'eau. Et ce qui inquiète aussi Théo, c'est la durée de cet épisode. Et oui, car cette vague de chaleur ne sera pas brève. Les prévisionnistes annoncent une situation durable. Les températures élevées devraient se maintenir jusqu'à la fin de cette semaine. Une baisse plus nette est attendue seulement à partir de dimanche. Et cette baisse pourrait être accompagnée d'orages sur certaines régions, comme celle du sud-est. Cette durée pose un problème sanitaire. Plus la chaleur reste longtemps, plus les organismes s'épuisent. Les personnes âgées, les enfants et les personnes en activité extérieure sont les plus exposées. Les autorités insistent aussi sur les risques indirects, déshydratation, malaise et accidents liés aux baignades. La fréquentation des plages et des rivières augmente fortement depuis plusieurs jours. Et dans ce contexte, comment l'État et les services publics s'adaptent-ils ? Le gouvernement a déjà activé plusieurs mesures de suivi. Une réunion interministérielle est prévue demain pour faire le point sur la situation et coordonner la réponse des services de l'État. Dans les écoles, aucune fermeture généralisée n'est décidée à ce stade, mais des consignes ont été envoyées partout en France. Hydratation régulière, aération des salles et arrêt des activités sportives aux heures les plus chaudes. Les établissements peuvent adapter localement leur fonctionnement si les conditions deviennent trop difficiles. Certaines fermetures ponctuelles restent possibles. Concernant les examens, les épreuves du bac professionnel ne sont pas reportées pour le moment. Les autorités assurent suivre l'évolution de la situation au jour le jour. Eh bien, merci Théo. Et oui, on passe maintenant à la page locale et on commence par une tentative d'homicide survenue la nuit dernière à Nice, Simon. Et oui, un homme d'une trentaine d'années était la cible d'une agression d'une violence extrême, combinant des tirs par arme à feu et des coups portés à l'arme blanche. Les faits se sont produits rue de France dans des circonstances encore indéterminées. Pris en charge en urgence absolue par les secours, la victime a été hospitalisée dans un état critique. Selon les premiers éléments de l'enquête menée par la police judiciaire, plusieurs suspects ont immédiatement pris la fuite et sont activement recherchés. Un festival maintenant que vous allez couvrir pour l'école, Simon. Et oui, c'est l'événement majeur de la semaine. Du vendredi 29 au dimanche 31 mai, le jardin Albert Ier va se transformer en une immense librairie à ciel ouvert pour la 30e édition du Festival du Livre de Nice, orchestré par France-Olivier Gisbert. Cette année, le thème central, c'est la transmission. Plus de 200 auteurs sont attendus, dont des têtes d'affiche comme Delphine de Vigan, Virginie Grimaldi ou Éric Emmanuel Schmitt.
C'est l'académicien Antoine Compagnon qui assurera la présidence d'honneur de cette édition d'anniversaire qui s'ouvrira officiellement vendredi en présence du maire Éric Ciotti. On va parler d'un autre festival, mais d'un tout autre genre, Simon. Et oui, les amateurs de jazz trépignent d'impatience. La direction du festival vient de dévoiler la structure de l'édition de juillet. Après un record battu de 44 000 spectateurs l'année dernière, la municipalité passe à la vitesse supérieure avec une programmation internationale condensée sur 4 jours qui promet de faire vibrer la scène niçoise. Et toute autre chose à présent avec un peu de gourmandise et la Madeleine qui se réinvente à Nice. Théo Guitoni et Nina Bracciali ont rencontré ce matin la créatrice de ce nouveau concept gourmand. Cette toute nouvelle enseigne vient juste d'ouvrir ses portes rue Arson, juste derrière le port de Nice. Mais ce n'est pas une simple boutique, elle est beaucoup plus originale puisqu'elle revisite totalement les madeleines. Alors avec Théo Guitoni, on est venu voir ce qu'il en est, on vous emmène découvrir cette nouvelle boutique. Dans le quartier de Riquier, Au Madeleine a ouvert ses portes il y a seulement un mois. La boutique mise sur un monoconcept tout à fait original. Alors oubliez les madeleines classiques des supermarchés, ici la gérante propose des saveurs beaucoup plus travaillées avec des madeleines sucrées pour le goûter ou encore salées pour un déjeuner. La madeleine, c'est un gâteau de voyage, c'est quelque chose qu'on peut justement facilement personnaliser. Et voilà, l'idée c'était de la personnaliser et de lui rendre un peu, non pas ses lettres de noblesse, mais en tout cas de changer un peu ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc du coup c'était une évidence que ce soit ce type de gâteau et pas un autre. L'identité niçoise se retrouve dans les parfums signatures de l'enseigne, comme la madeleine au citron qui rappelle les saveurs de la Côte d'Azur, et ces pâtisseries originales plaisent déjà beaucoup aux clients. La madeleine salée, c'est un concept qu'on voit pas partout et je pense que c'est quelque chose qui peut plaire aux gens de Nice. L'enseigne cible une clientèle de proximité afin de plaire à tous et surtout afin de proposer des produits que l'on ne retrouve pas toujours dans les salons de thé classiques. Comptez entre 3 et 4 euros pour déguster une de ces pâtisseries. Différentes offres sont à retrouver actuellement en magasin comme la box spéciale pour la fête des mères, mais avant de partir, on n'a pas pu s'empêcher de goûter. C'est vraiment super bon. Et vous, est-ce que vous allez venir? Dites-le nous dans les commentaires. Et place maintenant à l'actualité nationale et on commence par un procès très attendu à Paris, Théo. Oui, c'est un animateur périscolaire est jugé pour agression sexuelle sur enfant. L'homme de 35 ans travaillait dans une école maternelle du 11e arrondissement de Paris. Il est poursuivi pour des agressions sexuelles sur 8 enfants. Il est jugé pour harcèlement sexuel et agression sexuelle. Les faits auraient eu lieu en 2025. Plusieurs enfants avaient parlé à leurs parents après des faits dans l'école. L'animateur conteste les accusations. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Les familles dénoncent aussi des dysfonctionnements dans la gestion des premiers signalements. Le parquet enquête aujourd'hui sur des dizaines d'établissements scolaires à Paris. Et dans la santé, un nouveau dépistage est lancé en France. Et oui, c'est un programme pilote contre le cancer du poumon qui débute dans 5 régions. 20 000 volontaires sont recherchés. Le programme concerne les gros fumeurs et d'anciens gros fumeurs âgés de 50 à 74 ans. L'objectif est de détecter le cancer avant les premiers symptômes. Le cancer du poumon est le plus meurtrier en France. Il provoque plus de 30 000 décès chaque année. Et les participants bénéficieront de scanners réguliers et d'un accompagnement pour arrêter le tabac. Le gouvernement espère généraliser ce dépistage au niveau national d'ici 2030. Et puis retour sur le procès du financement libyen, présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy. Et oui, les tensions continuent autour de ce procès devant la cour d'appel de Paris. L'avocat de Claude Guéant accuse Nicolas Sarkozy de rejeter la responsabilité sur ses anciens collaborateurs. Selon lui, Claude Guéant suivait les instructions de l'ancien président de la République. Le jugement dans cette affaire est attendu le 30 novembre prochain. En première instance, Nicolas Sarkozy avait été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Les réquisitions doivent se poursuivre jusqu'à ce soir. Merci Théo, et c'est une polémique qui secoue l'enseigne française de cosmétiques naturels Aromazone. Depuis plusieurs semaines, d'anciennes salariées dénoncent sur les réseaux sociaux des conditions de travail difficiles, notamment dans les boutiques de la marque. Une enquête de France Info relaye aujourd'hui ces accusations. Maria Matoua. Aromazone est une plateforme de turnover. Cette phrase est celle d'Amnesia, une ancienne intérimaire de 28 ans, dans une vidéo TikTok vue près de 200 000 fois. Depuis mi-mars, la polémique enfle autour de la marque française spécialisée dans les huiles essentielles et les cosmétiques naturels. Sous la vidéo, de nombreux anciens salariés et surtout anciennes salariées racontent à leur tour leur expérience. Et sur quoi portent essentiellement les critiques, Maria ? Eh bien, selon l'enquête de France Info, plusieurs ex-intérimaires dénoncent des fins de mission brutales et parfois sans explication. Certaines expliquent avoir découvert la fin de leur collaboration
après avoir été retiré de groupes WhatsApp, parfois à la suite d'un arrêt maladie. Les témoignages évoquent aussi une forte pression au quotidien. Parmi les reproches formulés, une date oubliée sur une enveloppe ou encore le fait de ne pas assez sourire. Et le recours à l'intérim est également pointé du doigt. Absolument, les anciens salariés dénoncent des contrats très courts, parfois à la semaine, et un recours important à l'intérim dans les 35 boutiques françaises de l'enseigne. De son côté, Aromazone se défend. L'entreprise historiquement implantée dans le Vaucluse, avec un siège social à Cabrières d'Avignon et 3 sites de production dans le département, explique utiliser l'intérim principalement pendant les fêtes ou les soldes. La marque affirme également que les salariés peuvent saisir un comité d'éthique interne chargé de mener des enquêtes pouvant aller jusqu'à des sanctions. Cette polémique continue donc de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, alors que l'enseigne rejette les accusations de mauvais traitement envers ses salariés. Merci beaucoup Maria. On passe maintenant au flash international avec vous Simon et on commence par une fusillade qui a éclaté à la Maison-Blanche. Et oui, un vent de panique a soufflé sur Washington ce week-end. Un homme armé a ouvert le feu à un point de contrôle de sécurité à proximité immédiate de la Maison-Blanche. Les agents du Secret Service ont riposté, abattant le tireur. Un passant a également été blessé par balle au cours de l'échange. Le quartier présidentiel a été entièrement bouclé pendant plusieurs semaines, relançant les débats cruciaux sur la sécurité des institutions américaines. On va rester sur l'international, mais proche d'ici. Certains connaissent beaucoup le Festival de Cannes parce que c'est la fin de ce festival. Et oui, et le cinéma d'auteurs européens et africains a été mis à l'honneur sur la croisette. Le prestigieux jury a décerné une seconde palme d'or historique au cinéaste roumain Cristian Mungiu. Autre moment fort de cette édition, la toute première caméra d'or de l'histoire du cinéma rwandais, saluant l'émergence d'une nouvelle génération de réalisateurs africains. Allez, on va en Asie à présent et un grave accident a eu lieu. Et oui, le bilan de la pire catastrophe minière depuis 17 ans s'est alourdi à 82 morts et 128 blessés, après un violent coup de grisou survenu vendredi dans la province charbonnière du Shaanxi. L'explosion de gaz s'est produite alors que près de 250 ouvriers se trouvaient au fond de la mine. L'enquête pointe déjà de graves défaillances de sécurité de la part de l'exploitant qui avait ignoré plusieurs alertes au gaz toxique et falsifié les plans de la galerie souterraine. Face au drame et à la colère des familles, le gouvernement a ordonné l'arrestation immédiate des dirigeants de la compagnie et la fermeture conservatoire de tous ses sites de production. Parlons maintenant de la guerre au Moyen-Orient, qui fait toujours des ravages. Et Léria Mehdi, vous nous faites un point sur la situation. Effectivement, la guerre au Moyen-Orient n'est pas prête de s'arrêter, bien que Donald Trump avait prévu de la stopper en moins de 15 jours, comme il le disait. Maintenant, il essaye toutes les cordes qu'il a à son arc. Il a commencé par un cessez-le-feu en octobre entre Israël, la Palestine et l'Iran, qui n'a fonctionné que quelques mois, comme nous le savons. D'ailleurs, Israël a affirmé ce matin très tôt qu'il aurait tué le chef de la branche armée islamiste, de la branche du Hamas. Le subjonctif est d'ailleurs de vigueur, car pour le moment, le Hamas n'a pas confirmé cette information. Pour revenir à un possible accord de paix, Donald Trump fait appel maintenant aux accords d'Abraham en essayant de les faire signer par les pays du Golfe Persique. Mais c'est quoi ces accords d'Abraham ? Eh bien, les accords d'Abraham, c'est un ensemble de traités qui a été signé pour la première fois en septembre 2020 entre Israël et les Émirats arabes unis. Pourquoi faire, vous me direz ? Eh bien, tout simplement pour faciliter les relations diplomatiques entre Israël et les États arabes. Maintenant, signataires, on compte plus de 6 pays, Israël et les Émirats arabes unis, comme je vous l'ai dit, puis Bahreïn, le Soudan, le Maroc et le Kazakhstan qui les ont rejoints plus tard dans l'année. Mais bon, pour le moment, la guerre au Moyen-Orient fait encore de nombreuses victimes. Et justement, en parlant des victimes, au Liban, que s'est-il passé ? Où en est la situation ? Eh bien, la situation n'est pas prête de s'arrêter. Le cessez-le-feu en vigueur mis en place par les États-Unis, ne fonctionne pas car Israël continue leurs attaques au Liban, des frappes aériennes et des opérations terrestres contre le Hezbollah. Hier ont causé 31 décès, dont au moins 4 enfants et 3 femmes, ainsi que 40 autres blessés selon le ministère de la Santé libanaise, même si le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait fait émettre des appels pour évacuer des villes et des villages du sud et de l'est du Liban. Merci beaucoup Léria pour ce point complet. Allez maintenant, il est l'heure de passer à la page sport avec Nolan Pérez. Et c'est une page spéciale Roland-Garros parce que oui, on ne peut parler que de cette quinzaine et le premier tour de Roland-Garros vient de se clôturer. Que faut-il retenir, Nolan ? On va commencer avec la pépite française, peut-être Moïse Kouamé qui s'est offert une entrée en matière, on peut le dire, historique, porte d'Auteuil.
puisqu'il est devenu le plus jeune joueur depuis 1991 à passer un tour à Roland-Garros. C'était face à Marin Cilic en 3-7 en plus, s'il vous plaît. Alors, le premier est allé au tie-break, mais après, les 2 secondes sont soldées par un 6-2 et un 6-1, pardon. Donc voilà, c'est quand même une sacrée démonstration de force. Il faut quand même rappeler qu'avant le début du tournoi, il était quand même 318e mondial au classement ATP. Ça risque de changer. Il a que 17 ans, donc on ne vise pas la victoire finale. Mais en tout cas, l'entrée en matière est quand même assez saisissante. Au deuxième tour, il affrontera Alejandro Vallejo, qui est 71e au classement ATP. Et Nolan, c'est peut-être l'avènement d'un crack, mais c'est aussi la dernière danse d'un pilier du tennis français. Ben oui, c'était les adieux de la Monf, comme on le surnomme. Gaël Monfils a annoncé qu'il prenait sa retraite avant le début de la saison. Donc maintenant, chaque fois qu'il dispute un tournoi, en gros, il fait ses adieux à ce tournoi. Mais on attendait quand même particulièrement Roland-Garros, parce que c'est Roland-Garros, parce que c'est Paris, parce que c'est un grand chelem. Bon, on espérait plutôt des adieux au mois de juin qu'au mois de mai, on va pas se le cacher, mais ça a été quand même très dur sur ce premier match. Il est rapidement mené 2-7-0, après il arrive à recoller à 2-2, mais dans le 5e set, il a complètement lâché l'affaire. En plus, c'était comme le Dulux face à un compatriote, Hugo Gaston. Bon, on a quand même eu droit à des séquences plutôt sympas à la fin. Il y a eu des messages à vidéo d'anciens concurrents. Et on a quand même eu droit à une photo qui probablement restera dans les annales avec les 4 mousquetaires. Ça résume un petit peu la carrière de Gaël Monfils. C'est un joueur qui nous a toujours procuré de fortes émotions, mais qui n'est jamais allé très loin dans les tournois. Bon, après ces informations un peu positives et émotifs, quels sont les autres résultats à retenir? Et là, c'est un peu moins drôle. Ben oui, c'est pas très glorieux en effet, puisque 6 Français se sont fait éliminer par des scores assez secs, 3-0. Bon, il y en a un, c'était face à Zverev, 3e mondial, on va pas non plus se mettre en colère. L'autre, c'était Tabur face à Sinner, qui là aussi a pris un 3-0. Bon, on a quand même des Français qui ont infligé des 3-0 aussi. Hein. On a quand même Valentin Royer, Arthur Hinderknecht et Quentin Alice qui l'ont fait. Mais il y a quand même une défaite qui a marqué un petit peu les esprits. C'était lundi, c'était Terence Atman qui menait 2-7-1. Il se fait recoller à 2-2 et après il s'incline. C'est là pour s'en relever, il va falloir être costaud. Après, on a Giovanni Mpetshi-Perricard qui n'a pas eu de chance dans son tirage puisqu'il est tombé sur Novak Djokovic dès le premier tour. Bon, il s'est fait éliminer en 4-7, c'était relativement facile. Et puis je voulais terminer avec les filles françaises et notamment Louise Boisson parce que bon, l'année dernière elle avait fait un super parcours, elle avait été jusqu'en demi-finale. Et là ça s'est arrêté dès le premier tour malheureusement. Et on espère qu'elle va pouvoir se soigner pour repartir à son niveau d'il y a un an. Merci beaucoup Nolan et on vous retrouve la semaine prochaine pour notre première interview pour le JT. Allez maintenant, on passe bien sûr à l'information insolite du mois avec Maria Matoua. On ne va pas à Cannes, mais on va direction le Var à présent, où une scène totalement improbable a surpris les vacanciers cette semaine. Hier, sur la plage très fréquentée de Lamanar, un sanglier a surgi directement de la mer avant de semer un vent de panique sur le sable, Maria. Une apparition aussi spectaculaire qu'inattendue, filmée par plusieurs témoins. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Mais l'épisode rappelle aussi que ces animaux sauvages sont capables de parcourir de longues distances, y compris à la nage. Les vacanciers pensaient profiter d'une journée calme au bord de l'eau. Mais mercredi 20 mai 2026, sur la plage de l'Almanara hier, dans le Var, c'est un visiteur très inhabituel qui a fait son apparition, un sanglier. Dans une vidéo filmée par un plagiste, on voit l'animal surgir des vagues sous les regards médusés des personnes installées sur le sable. D'abord surpris, les vacanciers observent l'animal courir sur la plage, visiblement désorienté. Le sanglier effrayé finit par paniquer. L'animal, estimé à environ 45 kg, se met soudainement à charger. Dans la confusion, il traverse la plage à toute vitesse, passant au milieu des vacanciers qui s'écartent au dernier moment. On voit alors plusieurs personnes quitter précipitamment leurs serviettes pour éviter d'être percutées. Le sanglier fonce ensuite vers une palissade en bois qu'il tente littéralement de transpercer. Après ce choc, il change brutalement de direction et manque de renverser une jeune femme avant de chercher une autre issue pour quitter la plage. Malgré la panique et la frayeur des témoins, aucun blessé n'est à déplorer et selon plusieurs personnes présentes sur place, l'animal semblait surtout beaucoup plus paniqué que les vacanciers eux-mêmes. Sur les réseaux sociaux, la scène a rapidement fait réagir. L'internaute ayant partagé la vidéo ironise même « Après les requins, les sangliers, on ne peut pas boire un café tranquille ».
Et ce type de scène, aussi étonnant soit-il, est-il inédit dans la région? Eh bien non, car dans le Var, plusieurs sangliers ont déjà été aperçus après avoir traversé la mer. Certains viendraient notamment des îles de Port-Cros ou du Levant. Ces traversées impressionnantes montrent la capacité d'adaptation de ces animaux sauvages capables de nager sur de longues distances pour rejoindre le continent. Avec les fortes chaleurs observées ces derniers jours partout en France, certains évoquent aussi la recherche de fraîcheur ou de nourriture pour expliquer cette apparition inhabituelle sur une plage bondée. Et les autorités ont-elles finalement réussi à retrouver l'animal? Selon Nice Matin, le lieutenant de Louveterie a bien été alerté après l'incident sur la plage de l'Almanar, mais pour l'instant, on ignore encore si le sanglier a été capturé ou s'il a réussi à regagner un espace naturel après sa fuite. Une chose est sûre, les vacanciers présents ce jour-là se souviendront longtemps de cette baignade, pas comme les autres. Merci beaucoup Maria, ce type de scène inédite, il y en existe aussi d'autres et j'aurais pu parler du festival de Cannes et du Majestic, mais finalement on est quand même resté sur la plage et un peu plus loin. Et on passe maintenant du coup à la page météo avec vous, Théo Guitoni. Et oui, et on va peut-être aller à Cannes tout de même parce que le ciel sera voilé sur l'ensemble de la Côte d'Azur avec un risque d'orage dans le haut pays. Des cellules orageuses pourront également éclater en fin d'après-midi du côté de Menton et non pas de Cannes. Les températures vont grimper jusqu'à 28 degrés à Antibes et 27 degrés à Nice comme à Menton. Et vendredi, les orages concerneront surtout Menton et le haut du pays comme Saint-Martin-du-Var. La chaleur restera bien présente avec jusqu'à 32 degrés à Saint-Martin-du-Var, 30 degrés à Menton et 28 degrés à Nice. Ce week-end, par contre, la tendance reste plus incertaine, mais de la pluie pourrait faire son retour sur la région, selon Météo France, avec un indice de confiance de 4 sur 5 pour samedi. Malgré cela, les températures resteront élevées avec jusqu'à 28 degrés à Menton, sous quelques éclaircies. Dimanche, le temps pourrait rester perturbé avec un week-end qui s'annonce globalement pluvieux. L'indice de confiance est un peu plus faible, autour de 3 sur 5. Les maximales attendront tout de même 26 degrés à Nice et 28 degrés à Menton. Eh bien, merci beaucoup Théo pour ce point complet de cette chaude météo. Et oui, et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à l'ensemble de nos chroniqueurs d'être présents ce soir sur ce plateau. Merci également à notre Luc International Tapis Rouge à la régie. Place actuellement à Club EDJ avec Camille Santos et toute son équipe. Bonne soirée à tous et à mercredi prochain.